Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du débrief. Nous sommes ravis de vous retrouver avec tous nos invités pour commenter et analyser l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, nous commencerons avec le discours prononcé par le roi Mohamed VI ce lundi à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Dans ce discours, le souverain a convoqué l'histoire pour rappeler les liens indéfectibles du royaume avec ses provinces du Sud. Il a également insisté sur le modèle de développement engagé dans ces provinces et insisté sur leur portée sociétale et culturelle. Nous reviendrons sur ces différents points. Et puis en fin d'émission, nous analyserons la démission surprise du Premier ministre libanais Saad El-Hariri. Il l'a annoncé samedi dernier depuis l'Arabie Saoudite. Nous reviendrons sur les conséquences pour la région et pour le Liban de cette démission. Et pour nous accompagner aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons Naïm Kamel, directeur de publication de Kuwait.moi. Bonjour Naïm. Bonjour Hanan. À vos côtés, Hassan Alaoui, directeur de publication de Maroc Diplomatique. Merci Monsieur Alaoui de nous avoir rejoints également. Bonjour. Merci. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois dans le débrief, bienvenue Monsieur Cherkaoui, donc Mohamed Salem Cherkaoui, écrivain et chercheur. Merci beaucoup également d'être avec nous. Merci. Alors, messieurs, je le disais, on revient d'abord sur le discours prononcé lundi soir par le roi Mohamed VI à l'occasion de ce 42e anniversaire de la Marche verte. Alors, un des premiers points par lesquels le souverain a commencé, c'est la référence au discours de Mohamed El-Rizlan, prononcé par Mohamed V, feu Mohamed El-Khamis, en février 1958. Alors, juste d'abord, peut-on rappeler le contexte de ce discours de Mohamed El-Khamis, Allah yarhamou, en 1958? Bien sûr qu'on peut le rappeler, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il vient dans le prolongement de l'opération Écouvillon qui avait été menée par les Espagnols et les Français pour sortir l'armée espagnole de l'isolement dans la région qui était contrainte par l'armée de libération marocaine à Dakhla, à Sidi Ifni et à Al-Ayoun. Ils ne pouvaient plus bouger de là et l'opération Écouvillon, il faut l'imaginer, c'est aux côtés des Espagnols qui étaient au nombre de 5000, c'est 9000 hommes et 9 000 hommes et 70 avions. 70 avions qui ont vraiment réussi à repousser les assauts de l'armée de libération nationale. Ça s'est passé le 10 février 1958. Le 23 février, Mohamed V arrive dans la région de Mohamed El-Rizlan et prononce ce fameux discours du 25 février 1958 qu'on appelle aujourd'hui le discours historique de Mohamed El-Rizlan. C'est ça le contexte, c'est pour dire que c'est la détermination du Maroc à ne rien céder de ces territoires au Sahara, malgré cette opération conjointe, malgré ce qui pouvait se passer à l'avenir et malgré toutes les convoitises qui pouvaient exister. Et la référence à ce discours par Mohamed VI, si je peux la résumer, c'est une façon de dire trois rois, autrement Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI, une même préoccupation majeure, centrale, c'est la préservation de l'unité territoriale, sa consolidation, son parachèvement. C'est donc le message, à mon sens, qui est contenu et qui est la sève de ce discours. Hassan Alaoui, la référence historique à ce discours, c'est pour ancrer la profondeur du lien avec le Sahara marocain. Et on rappelle qu'à l'époque, l'Algérie n'était pas encore indépendante, que le Sahara n'était pas encore inscrit dans l'agenda des Nations Unies. Donc c'est une manière de dire que bien avant tout ça, le souverain marocain avait rappelé l'appartenance du Sahara au Maroc. Tout à fait. Bon, je vais prolonger un peu la réflexion de mon ami Kamel. Cette date, je veux dire, en février 1958, c'est une date qui a aujourd'hui, 60 ans après, valeur de symbole. Et ce n'est pas par hasard que Sa Majesté Mohamed VI l'a rappelé, parce que ça constitue un petit peu ce qu'on appelle l'ancrage du Maroc dans l'histoire et dans la mémoire. Et bien sûr,
le plus important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations doivent absolument se rappeler ces faits, si vous voulez, ces faits d'armes, parce que ça survient effectivement après l'opération d'avril 1958 et Couvillon aussi, donc en fait, il y avait toutes les tribus de la région, et en particulier Zaït Barmran, se sont élevés aussi pour combattre le colonialisme. Or, le colonialisme à l'époque, c'était quoi? C'était une coalition entre les armées espagnoles et les armées françaises pour justement battre à plat de couture la résistance marocaine. Ils n'y se sont pas arrivés. Et donc, le voyage du roi Mohamed V, c'était aussi pour rappeler qu'il y avait un problème 3 ans après, si vous voulez, notre indépendance, n'est-ce pas, en novembre 1955. Et ce qui est paradoxal, je veux dire, c'est 5 ans avant l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Algérie ne pouvait pas prétendre à quoi que ce soit parce qu'elle n'existait pas. Donc, a posteriori, on comprendra que le problème du Sahara, comme a dit Sa Majesté dans son discours il y a quelques jours, c'est un problème factice créé de toutes pièces ex nihilo par le gouvernement algérien, en particulier. Parce qu'en 62, quelques semaines avant, si vous voulez, l'indépendance de l'Algérie, il y avait, enfin, quelques mois, pardon, il y avait presque un accord tacite entre Sa Majesté Hassan II, n'est-ce pas, et Farhat Abbas, qui était le président du GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire algérien. Et ils s'étaient mis d'accord sur le fait que, de toute façon, l'État, en substance, le Sahara était un territoire marocain, ni plus ni moins. Et donc, quand les dirigeants algériens sont venus après, c'est-à-dire Ben Bella et Boumedienne, contester le bien fondé, si vous voulez, de la thèse marocaine, ça releverait, bien sûr, ça relevait toujours d'une espèce d'ambivalence et d'hypocrisie, n'est-ce pas? Naïm Kamel, vous voulez réagir et je vous donne la parole. Je voudrais juste une précision sur l'accord Maroc-GPA. C'était un accord qui concernait, c'est au moment de l'indépendance de l'Algérie, qui concernait les frontières maroco-algériennes. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Français sont venus chez Feu Mohamed V pour lui dire, bon, est-ce qu'on peut discuter des frontières avec vous maintenant que l'Algérie va être indépendante, parce que la France sait tout ce qui a été amputé au Maroc et attribué à ce que l'Algérie croyait, à ce que les Français, l'imprévoyance française croyait à l'être l'Algérie française éternelle. Et la réponse de Mohamed V a été de dire non, ça c'est des choses qu'on va traiter avec les Algériens, avec nos frères algériens, une fois l'Algérie indépendante. Et le contenu de cet accord GPA portait non pas sur le Sahara, parce que le Sahara n'était pas concerné par l'accord du GPA, mais c'est les frontières de Touet, Ptindouf. Le sud-est marocain. Voilà. Je dis le sud-est marocain. Le sud-est marocain. Mais ça comprenait le Sahara, de toute façon. Monsieur Cherkaoui, pour finir ce tour de table sur cette référence historique au discours de Mohamed El Ghizlane, c'est une façon pour le roi Mohamed VI de s'inscrire dans une continuité par rapport à cet ancrage posé dès 1958 par Feu Mohamed V? Bien, je vous remercie. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de me réjouir peut-être au nom de tout le monde de cette opération réussie de lancement de ce satellite marocain ce matin. Et donc, c'est une belle opération réussie qui va ancrer justement cette position marocaine. Alors, par rapport à votre question, justement, je vais rebondir à ce qu'a dit c'est Alaoui et c'est Naïm. Justement, c'est un moment historique qui remonte quand même à 60 ans. Et là aussi, il faut dire qu'il y avait des notabilités, des chefs de tribus sahraouis qui ont fait le déplacement à Mohamed El Ghizlane justement pour présenter ce devoir d'allégeance à feu Mohamed Kham sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça aussi symbolise ce rattachement historique avec le trône alawite, et chose qui n'est pas contestable aujourd'hui. Et donc ces liens historiques qui sont ancrés sont parfaitement relatés dans ce discours de Sa Majesté le Roi pour la 42e anniversaire. Donc il y a trois dates ici à maintenir. C'est la 42e anniversaire de la marche verte, c'est le 62e anniversaire du discours de feu Mohamed V, et c'est le 54e anniversaire de l'inscription, si vous voulez, du dossier du Sahara dans les instances des Nations Unies. Donc
ce rattachement des Marocains sahraouis avec le Maroc n'est pas chose d'aujourd'hui, n'est pas aussi une terre annulus, n'était pas une terre vierge qui n'avait pas qui n'est inhabitée. Il n'y avait pas d'autorité. Et donc il y a une vie qui a été construite avec des liens aussi pérennes qui ont été construites pendant l'histoire. Hein. C'est pas date d'aujourd'hui. Et donc ce qu'on peut retenir de ce discours, au moins à mon sens, c'est que l'affaire du Sahara n'est pas une affaire de 73, n'est pas une affaire non plus de 63, mais aussi c'est une profondeur géographique, historique, politique, sociale du Royaume du Maroc. Alors, je voudrais juste, on reste, si vous permettez, sur Mohamed VI. Il ne faut pas oublier que lui, comme a rappelé Naïm, il leur a dit donc aux Français, je ne négocie pas quoi que ce soit à l'opposé de l'Algérie, parce que j'attends... Mohamed V, pardon. Je reste donc... j'attends que l'Algérie soit libérée, bien sûr, il l'a dit. Mais il y a un problème, c'est que l'époque, la France voulait diviser l'Algérie. Déjà, il y avait un projet de partition de l'Algérie. En témoigne un petit peu le livre qu'à l'époque avait publié un certain Alain Perfit, un livre qui s'appelle « Faut-il partager l'Algérie ?» Et donc, le roi Mohamed V a refusé net cette partition, bien sûr. Il a soutenu donc le FLN, bien sûr, on le sait, on ne va pas répéter l'histoire, tout le monde connaît cette histoire. Et les générations, si vous voulez, de dirigeants algériens de cette époque se souviennent, qui sont encore vivants, se souviennent de cette vision, si vous voulez, de Mohamed V. Et on rappellera, entre parenthèses, qu'il s'agit aussi, parce que le Maroc, Mohamed V en l'occurrence, soutenait tous les mouvements de libération de l'Afrique. C'est-à-dire, je cite l'ANC, n'est-ce pas, d'Afrique du Sud, et ce qui lui a valu donc un hommage de Mandela, le MPLA d'Angola, le Frélimo du Mozambique, le FLN bien sûr algérien, le Cap-Vert, n'est-ce pas? Et puis c'était le ministre à l'époque, c'était Khatib, le fondateur du PJD, c'était le ministre chargé des Affaires africaines qui allait porter l'argent, les armes et tout ça aux combattants algériens. Et bien sûr, tout ça, on a l'impression que c'est annihilé d'un coup, n'est-ce pas, parce que Boumedienne, qui a créé le problème du Sahara, monsieur, voyez les choses autrement. Voilà. Naïm ? Non, je voulais juste vous dire que pour tout à l'heure, j'ai parlé de Villa Cineresos Dakhla, j'ai parlé de la Youn. Hein, et j'ai parlé d'Ifni. Non, il ne s'agit pas d'Ifni, il s'agit plutôt de Cap Jubi qui est Tarfaya. Merci beaucoup d'avoir apporté cette précision, Naïm. Alors, en 2 secondes, une précision. Rapidement pour qu'on passe au point suivant. Alors, vous savez que se tient à Tanger le forum donc, Meddays. Eh bien, le président de Guinée, qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine, Monsieur Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé, merci, a fait une déclaration très intéressante, ça tombe à point nommé, en disant que toute l'Afrique devait tout au roi Mohamed V, qui soutenait justement l'Afrique dans sa libération, dans son combat de libération, dans ses luttes pour le développement et tout. Voilà, donc ça... Il fallait que je précise ça. Merci. Alors, on poursuit sur les autres points abordés dans le discours du roi Mohamed VI ce lundi. Il a également évoqué la politique onusienne. Il a rappelé qu'aucune solution ne pourrait se faire en dehors du cadre de la souveraineté marocaine. Est-ce qu'au vu du contexte international, on pense notamment à la Catalogne, mais aussi au Kurdistan irakien, entre autres, est-ce qu'au vu de cette situation internationale, on peut penser que la communauté internationale aujourd'hui va être plus sensible à cette position marocaine et au respect de la souveraineté marocaine sur ce dossier? Naïm Kamel. Vous savez, en règle générale, en diplomatie, en relations interétatiques, la mauvaise foi est la règle. Donc il ne faut pas toujours... Mais je crois qu'il y a une fenêtre de tir que le Maroc doit exploiter et sérieusement. C'est-à-dire, on l'a vu, l'Algérie, le Maroc a tout de suite réagi à la proclamation de l'indépendance catalane par Puigdemont. En rappelant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Espagne. Alger a longtemps hésité, aussi bien sur la Catalogne que sur le Kurdistan après le référendum. Puis il a dû s'aligner sur la position la position internationale unanime sur ce sujet, qui est préservation. Or, l'Algérie a toujours vendu
une mystification qui est de dire, moi, au Sahara, je n'ai rien, je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucune revendication, je suis tout simplement pour le respect du principe d'autodétermination et des droits des peuples à l'indépendance. Et cette mystification est aujourd'hui tombée. Si vous êtes, comme ils l'ont dit avant, nous l'étions pour le Vietnam, nous l'étions pour ceci, nous le sommes également pour le Sahara. Alors si vous l'êtes pour le Sahara, vous devez l'être pour la Catalogne. Si c'est un principe, vous pouvez l'être pour le Kurdistan, peut-être demain pour l'Écosse, et je ne sais, peut-être la Corse elle-même, la Bretagne, la Normandie, et on peut aller la Lombardie très loin du comme Nord ça. en Italie. Donc, il y a là une fenêtre de tir pour une véritable campagne marocaine pour dire voilà, on n'est pas dans des positions de principe, mais on est dans la géopolitique et dans des stratégies d'hégémonie. Alors sur ce plan de la position onusienne, le roi a également évoqué dans son discours, en évoquant les principes pour régler cette question, le troisième point, alors je le cite, troisièmement, le plein respect des principes et fondamentaux retenus par le Conseil de sécurité pour le traitement de ce conflit régional artificiel, l'organe onusien étant de fait la seule instance internationale chargée de superviser le processus de règlement. Ce rappel de l'ONU comme le seul organe habilité à intervenir sur la question du Sahara, c'est un point aussi important à retenir de ce discours, M. Cherkaoui. Écoutez, si vous permettez, justement, les tergiversations qui sévissaient ces dernières semaines un peu partout dans le monde, notamment chez nos voisins, ont confirmé que la position marocaine, que l'intégrité territoriale n'est pas discutée. Et donc, de là, bien entendu, il y a des organismes internationaux, notamment, qui ont voulu se démarquer, notamment l'Union africaine, avec une tendance plutôt hostile au Maroc, il faut le dire. Donc ils ont essayé de se démarquer sur cette affaire. Absolument, absolument. Et donc là, il faut être catégorique, cette affaire, que soit négociée et soit examinée au niveau des Nations Unies, comme il l'a été toujours. Et par choix stratégique du Maroc. Donc on est là très clair. Et donc au-delà justement de ça, même les habitants des provinces du Sud, peut-être qu'on va y revenir, sont maintenant en refus catégorique de toute disposition non conventionnelle qui peut-être mèneront la région à l'instabilité et à l'insécurité. Donc on est en train de voir ce qui se passe autour de nous. C'est pas vraiment une chose qui peut être négociée. Non, la stabilité du pays, sa continuité géographique, ce couloir qu'on a pu ouvrir grâce à la diplomatie prônée par Sa Majesté le Roi vers l'Afrique n'est pas aussi à négliger. Donc c'est des choix stratégiques qui ont été faits, qui ont été je dirais, largement examiné. Et donc, on est en train de prospecter une voie constructive dans la sérénité et dans le sérieux. Hassan Halaoui, vous partagez cet avis que cette allusion à la responsabilité de l'ONU, c'est un petit coup de semonce contre d'autres organismes qui pourraient faire de l'ingérence dans ce dossier? Tout à fait. Moi, je voudrais d'abord un peu recadrer les choses personnellement. C'est que, puisqu'on a parlé de la Catalogne et tout, il faut rappeler que, par exemple, au moment où le Maroc négociait avec l'Espagne le retour du Sahara en 1975, il y avait un débat furieux aux Nations Unies sur le Timor oriental. Et donc, ça nous donnait un petit peu l'avant-goût, sauf que nous étions passés par la Cour de justice internationale qui a rendu son jugement, qui a souligné des liens historiques et juridiques entre le Maroc et les populations du Sahara. Et puis, donc, il fallait aussi être attentif, vigilant par rapport à cette question du Timor. Pourquoi? Parce qu'elle avait valeur d'exemple. Après, aujourd'hui, par exemple, nous avons le cas du Sud-Soudan qui est dramatique. Tout a été fait pour séparer le Soudan de ses provinces du Sud, mais c'est le drame aujourd'hui. Et Timor aussi, je le rappelle, c'est pas joyeux. L'Algérie qui soutient le principe donc, de l'autodétermination, entre guillemets, n'est-ce pas, à sa manière, avec une littérature néocoloniale, je le précise toujours, je le dis aux dirigeants algériens, eh bien, l'Algérie n'a pas reconnu, par exemple, un petit pays qui s'appelle le Kosovo. Pourtant, le Kosovo fait partie intégrante de la Serbie. Et la Serbie
je ramène la Serbie à l'histoire de Tito et tout, pays communiste. Donc l'Algérie était l'allié de la Serbie et de la Yougoslavie, n'est-ce pas? Eh bien, elle n'a pas reconnu le Kosovo. Pourquoi? Parce que donc c'est deux poids et deux mesures. D'un côté, on dit contre le Maroc, il faut libérer le Sahara, n'est-ce pas, je veux dire, à leur manière, et de l'autre côté, on oppose le même Sahara au Maroc. Donc il y a une contradiction qu'il faudrait, comme dit Kamel, un jour ou l'autre, il faudrait que dans un programme argumentaire et tout ça, relancer. Et donc aujourd'hui, moi je souligne que le discours de Sa Majesté Mohamed VI, c'est un discours vraiment, je lui rends hommage parce que c'est un discours extraordinaire. Il est d'une rigueur méthodologique inouïe. Parce qu'il est parti, si vous voulez, de l'ancrage, du réenracinement dans le passé, de la mémoire et tous, vers l'avenir, donc vers un futur qu'il a déployé devant nous, n'est-ce pas, avec le plan de développement sur lequel certainement on va revenir. On va y revenir dans un instant, mais juste une dernière question par rapport à la position onusienne. Le roi Mohamed VI a reçu en octobre dernier, le 17 octobre, le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler. Est-ce que la nomination d'Antonio Guterres il y a quelques mois et l'arrivée de Horst Köhler peuvent ouvrir une nouvelle page dans la position onusienne sur ce dossier? Naïm Kamel? Certainement. On l'a dit plusieurs fois, Guterres est un connaisseur du dossier. D'abord parce qu'il s'occupait du Haut Commissariat des réfugiés, et parce que c'est un voisin, il était Premier ministre du Portugal, et on ne peut pas lui raconter des bobards et des histoires. Donc à ce niveau-là, il est bien instruit sur le dossier. Et donc il est dans une orientation nouvelle, enfin pas nouvelle, c'est-à-dire dans le maintien du processus sur les rails qui ont été entamés à l'époque sous le Ghanéen Kofi Annan avec Becker, c'est-à-dire sortir de cette dichotomie ou de cette antinomie entre un référendum qui va vers soit l'indépendance, soit l'intégration, et imaginer, être plus créatif. Or, on l'a déjà dit, le Maroc a été le seul à réagir en faisant un pas vers l'autonomie, alors que, contrairement à ce que veulent faire croire les Algériens et le Polisario, ceux qui sont restés figés sur une position dépassée par les instances internationales, c'est Alger et le Polisario. Alors, Guterres, il y a eu la tentative de Ban Ki-moon qui avait essayé, et Christopher Rose, qui ont essayé de revenir avec le dossier en arrière, et le Maroc a été très ferme. Il a résisté pendant de longues années à ces tentatives, et que Guterres est en train de nous ramener. Alors, on n'a pas la teneur des échanges entre Horst Köhler et le roi Mohamed VI il y a quelques semaines. Et le souverain, mais on laisse supposer, enfin on suppose, on présume que derrière les lignes, il aurait peut-être essayé d'amener des nouvelles solutions. On l'a vu aller vers Tindouf parler que je n'ai pas la baguette magique, juste après son entretien avec le roi, et on voit le souverain dire, je crois, si j'arrive à retrouver facilement la phrase, qu'il ne s'agit pas de revenir à des positions obsolètes, à une voie obsolète. Donc, il y a encore des hésitations, il y aura toujours. Mais, d'ailleurs, et c'est ça, le discours, c'est, quand je l'ai dit au début, c'est le discours d'une détermination. C'est rappeler les fondamentaux. Il y a des choses qui ne sont plus négociables. S'il vous plaît. Merci. Je vous donne la parole dans un instant, Monsieur Cherkaoui. On doit juste marquer une courte pause et on revient tout de suite. Restez avec nous, on se retrouve après la pause. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci d'être restés avec nous. Juste avant la pause, on évoquait la position onusienne avec l'arrivée du nouveau secrétaire général et de son envoyé spécial. Monsieur Cherkaoui, vous vouliez réagir aussi sur cette question? Oui, justement, c'est par rapport justement à cette posture onusienne, en l'occurrence l'émissaire du patron des Nations Unies. Moi, je crois que le discours de Sa Majesté, lorsqu'il a relaté parfaitement les principes de la position marocaine, ne donne nullement pas d'ordre, c'est-à-dire de travail ou d'orientation précise
aux émissaires des Nations Unies. C'est des principes qui fondaient la politique de Sa Majesté le Roi depuis au moins la mise en œuvre, en place de la proposition marocaine d'autonomie. Et donc voilà, c'est une proposition courageuse, sérieuse, réaliste aussi. Et donc il y a la solution. C'est ainsi qu'elle avait été qualifiée d'ailleurs par les Nations Unies. Absolument. Et donc je crois que l'émissaire trouverait certainement dans cet espace avec quoi travailler. Donc les Marocains ont toujours manifesté l'intérêt, mais aussi la volonté de travailler avec cet émissaire. Donc cette volonté a été clairement retracée, au moins dans les réactions plus tard qui ont été sorties de cette émission du émissaire de l'ONU. Donc on est en train de réaffirmer une position pérenne dans laquelle tout le monde pourra trouver des terrains d'entente. Et puis, s'il y a la volonté de régler le problème, il y a de quoi travailler. Hassan Alaoui. Alors moi, je voudrais juste ajouter 3 ou 4 petits points rapidement. C'est que le Conseil de sécurité, bien sûr, il a la prééminence parce que le Maroc a accepté, à partir de 1991, si vous voulez, de s'inscrire dans la dynamique des Nations Unies d'une manière officielle et qu'on reste justement à jamais attaché donc, au principe du rôle du Conseil de sécurité. En 2001, si vous vous souvenez, l'ancien secrétaire d'État américain qui s'appelle James Baker, qui est devenu l'émissaire, si vous voulez, des Nations Unies au Sahara, avait proposé un plan de partition du Sahara que les Algériens avaient plus ou moins... non. Si, je suis désolé. Non. On laisse terminer M. Alaoui et vous réagissez. Il y avait un plan de partition du Sahara. Il y avait le président Bourguiba avait... Pardon, excusez-moi. Le président... Chadli Vizid n'était pas là. 2001, non, 2001, c'est Bouteflika. Il est venu en 1999. Donc, Bouteflika avait soufflé une idée de partition du Sahara, et c'est Baker qui en était le porteur, mais le Maroc a refusé net, tout de suite, tout simplement. D'où un petit peu, si vous voulez, le cheminement dans la pensée de Sa Majesté Mohamed VI de réfléchir sur une solution, d'autant plus que les Nations Unies, à l'époque, je crois que c'est Kofi Annan, a demandé au Maroc de faire un effort. En 2005, c'était déjà pratiquement une réflexion qui commençait au niveau de Sa Majesté aujourd'hui, donc, et qu'en 2007, ça a atterri, si vous voulez, avec l'initiative d'autonomie en avril 2007 que le Maroc a proposé au Conseil de sécurité, qu'il a tout de suite, bien sûr, adopté et entériné. Mieux que ça, c'est que les résolutions qui ont suivi, il y a une dizaine de résolutions qui ont suivi au niveau du Conseil, bien sûr, innové de l'Assemblée générale, qui ont suivi le plan d'autonomie, sont toutes favorables, je veux dire, à la thèse marocaine, n'est-ce pas? Et ça a obligé, si vous voulez, les Algériens de faire une contre-proposition, pardonnez-moi, bidon, parce qu'ils étaient complètement désemparés. Et donc, je voudrais dire que dans cette histoire, si vous voulez, du Sahara, le roi était vraiment l'animateur. Le roi Mohamed VI a été l'animateur d'une formule, d'une solution, d'un programme et d'un axiomatique, si vous voulez, programme. Et donc, aujourd'hui, on en est là, c'est le refus algérien. Je termine, après je laisse la parole. Et donc, il n'y a pas de solution autre que l'autonomie, parce qu'on a trop donné, on a tout donné pratiquement, et on ne peut pas, si vous voulez, donner plus. Et on ne peut pas non plus reculer en arrière. Nous sommes là, nous nous attachons aux Nations Unies. Et je rappelle, pour l'histoire de Guterres, c'est qu'il était chargé par les Nations Unies pendant des années, si vous voulez, du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Absolument. Et il a toujours demandé au gouvernement algérien de se rendre à Tindouf pour ce qui n'a jamais pu être fait. Recenser, authentifier qui est sahraoui, qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'Algérie, les services militaires, c'est les services algériens, recrutaient dans le désert les pauvres Maliens, les pauvres Nigériens, les Mauritaniens et tout, et les incorporaient, si vous voulez, dans le Polisario pour faire croire qu'il y avait plus que 10 ou 15 000 ou même voire 20 000 Sahraouis. Voilà. Naïm Kamel, vous réagissez, ensuite on parle du modèle de développement du Sud. Je vais le faire rapidement. D'abord parce que j'ai cru qu'il avait dit que c'était Becker qui avait proposé. Or, Becker, non, c'est Bouteflika, c'est l'Algérie. Pour vous dire le cynisme. Ils n'ont pas, justement, ils n'ont pas. C'était face au plan Becker
1 que le Maroc avait accepté et qui était dans le sens d'une autonomie assez large. La sortie algérienne, alors, avec la partition, a été une bévue, une erreur de leur part. D'abord parce que ça a dévoilé cette volonté, parce qu'ils pensaient à Tris al-Gharbia, c'est-à-dire la partie qui va d'Akhla jusqu'à la frontière mauritanienne, qui voulait couper le Maroc toujours par un État croupion qui aurait été cédé au Polisario là pour couper le Maroc de sa continuité africaine. Et en plus, c'est-à-dire cette notion dont on a parlé tout à l'heure d'attachement au principe d'autodétermination paraissait dans sa splendeur mystificatrice. Merci, messieurs, pour ce deuxième point. On passe maintenant au troisième et dernier point du discours royal, à savoir le modèle de développement des provinces du Sud. Le roi Mohamed VI y a consacré une large partie dans ce discours. Je reprends juste une citation sur cette question. « Nous poursuivrons l'action engagée pour stimuler le développement de nos provinces du Sud et assurer à leur population les conditions d'une vie libre et digne. Dans ce cadre, nous irons de l'avant dans la réalisation du modèle de développement propre à ces provinces en parallèle avec la mise en œuvre de la régionalisation avancée, ce qui devrait permettre aux habitants de la région d'assurer la gestion démocratique de leurs affaires et de contribuer au développement de leur région. » Alors, ce rappel sur le modèle de développement des provinces du Sud et sur les grands projets qui ont été annoncés à l'Aïoun en novembre 2015 par le roi qui s'était donc rendu à l'Aïoun pour le 40e anniversaire de la Marche verte. Est-ce que ce modèle de développement qui est proposé peut devenir un modèle de développement et d'exemples de la régionalisation avancée? Monsieur Cherkaoui. Écoutez, Sa Majesté n'a pas hérité uniquement de vertu de son auguste feu père Hassan II et de son grand-père Mohammed al-Khamis, mais surtout la sagesse aussi. Donc cette sagesse a permis justement au Maroc une ouverture extraordinaire en interne, mais aussi en externe. Et donc, ces deux vitesses avec lesquelles Sa Majesté travaille sur le plan politico-diplomatique, et donc la résolution de l'affaire Zahara, mais surtout sur le plan interne, en mettant en place un modèle économique qui permet aux Sahraouis de s'autogérer. Et donc ce modèle a suscité un débat très très large au sein des différentes générations des Sahraouis. Et donc le modèle des solutions unilatérales est révolu. Maintenant, on est en train de mettre en place conjointement avec les élus, avec les notabilités, avec la société civile, un modèle dans lequel tout le monde va s'inscrire. Alors on a vu justement les chiffres qui ont été prononcés le 11 septembre dernier avec le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il y a une avancée considérable. 45% des projets qui ont été lancés il y a moins d'une année sont en cours d'achèvement, dont 50% uniquement à la province et la région de l'Aïoun, Sakia, Al-Hamra. Donc, là... Juste pour rappel, tous ces projets de développement ont fait l'objet d'une présentation devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU en octobre dernier. Absolument, c'est un modèle qui présente une fierté nationale, c'est du concret, c'est un travail... Et qui a encore pris le cours les délégués algériens. Absolument, et donc là, on est en train de vivre une nouvelle dynamique. C'est de nouveaux écosystèmes sur place qui prennent en considération et la spécificité, mais surtout les besoins. Parce qu'il y avait une étude aussi qui a été faite avec le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Voilà. Et donc ça a été aussi sur la base de larges consultations qui ont été faites à Goulmim, à l'Aïoun et à Dakhla. Donc moi, en tant qu'originaire des provinces du Sud, j'ai pu constater à vif voix la mise en œuvre de ces projets. Bien sûr, c'est énorme. Il y a cette traversée, moi je l'appelle traversée Tiznit-Gouira, c'est une double voie qui va permettre
d'alléger cette pression sur la route actuelle. Et donc, c'est une ouverture extraordinaire. Il y a le port d'Arla. Il y a un hub aussi aérien, le port de Dakhla. Absolument. Il y a aussi le CHU de Laayoune. Il y a un certain nombre de projets la voie ferrée aussi entre Tanger et Gouira. Transmettre le paysage des provinces du Sud pour une fois. Alors, c'est du sérieux. Hassan Alaoui. Oui, moi, j'accentuerai aussi ce qu'il a dit, monsieur. C'est que, comme l'a annoncé le souverain, ce sera un pôle de développement extraordinaire, un pôle d'attraction. Et je partirai tout simplement du chiffre 77 milliards qui ont été mobilisés donc, en 2015, mais sans compter ce qui a été investi depuis 1975. Absolument. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a récupéré le Sahara, c'était quand même des baraquements où habitaient les tercios espagnols, c'est-à-dire les militaires, tout simplement. Et c'était le vide sidéral, lunaire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on regarde jusqu'à, il y a, disons, 2 ans, c'était fabuleux, les investissements. On ne les a pas comptés. Maintenant, grâce à Sa Majesté Mohamed VI, les 70 milliards qui ne sont qu'un chiffre, je veux dire, comme on dit, n'est-ce pas? Eh bien, ces 70 milliards vont avoir encore d'autres projets greffés sur ce que vous avez cité, n'est-ce pas? Et qui vont donc constituer, si vous voulez, le champ privilégié pour aborder l'Afrique. C'est dans ce sens que les choses se sont, si vous voulez, se positionnent. La mise en perspective. On y revient sur le modèle des provinces du Sud et le pont aussi vers l'Afrique. Mais juste pour terminer, il y a cette dimension économique. Vous avez rappelé les chiffres, vous avez rappelé les projets. Mais le souverain a également parlé beaucoup dans son discours de la portée sociétale de ce modèle de développement. Alors, je le cite encore une fois, ce modèle ne doit pas être ramené à sa seule dimension économique. Il s'agit bien en fait d'un projet de société cohérent qui a pour ambition de favoriser l'épanouissement de l'individu marocain, de préserver sa dignité et de le placer au cœur du processus de développement. De ce fait, ce projet accorde une place particulière à la sauvegarde du patrimoine culturel et civilisationnel sahraoui dont nous mesurons la grande valeur affective pour les populations de la région. Cette dimension sociétale, donc le rappel de l'individu marocain et de sa dignité. Et puis surtout, la dimension culturelle, c'est quelque chose d'important à retenir dans ce discours. Monsieur Cherkaoui, rapidement, si vous permettez, justement, le slogan à retenir dans cette dimension, c'est de placer justement l'homme au centre des préoccupations économiques et sociales. Ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on disait, il y a quelque temps, que le modèle économique, l'ancien modèle économique, a atteint ses limites, parce qu'il n'a pas su gérer la dimension humaine, en quelque sorte. Moi, je ne veux pas être catégorique, mais justement avec les réserves qu'il faut. Mais maintenant, c'est un changement, justement. C'est de mettre l'homme avec ses principes, avec ses spécificités, avec ses valeurs, avec ses appartenances, justement à son vécu. Parce qu'il est censé de profiter de ce modèle. Et donc, ça va de soi que ce modèle soit construit en permanente concertation avec les personnes qui vont y bénéficier. Et donc, je crois que c'est très, très fondamental, très intelligent et très impératif aussi de partir jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas aussi se mettre des réserves dans cette histoire. C'est très important. Naïm Kamel. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qui a été dit sur le développement économique, mais rapidement. C'est quand le Maroc est entré au Sahara, ou est rentré au Sahara, pour être plus juste, il n'y avait pas d'eau potable au Sahara. Il n'y avait qu'il y a une société nomade, et que l'une des premières déclarations de Hassan II a dit qu'il faut sédentariser les populations du Sahara, et le meilleur moyen de sédentariser les populations, c'était de leur amener l'eau. Et donc ça a été une opération difficile qui a été menée dans des champs de mines, et que les ingénieurs de ce qui était à l'époque l'Office national de l'eau potable ont fait un travail magnifique. Maintenant, pour revenir à l'histoire de la réinstallation de l'homme au milieu, que ce soit du projet de développement économique, au social, au culturel, je crois d'abord c'est une politique qui concerne l'ensemble du territoire national. Mais pour rester au Sahara, avant de revenir à la Constitution de 2011,
la première politique, ça a été une sorte, il faut le dire, il y a des erreurs qui ont été commises. Il y a une certaine forme de clientélisme créé parmi la notabilité, en comptant sur cette seule notabilité le fait d'influer sur toute la population du Sahara et toutes les tribus qui parfois sont concurrentes, etc. Et donc, au lieu de créer une dynamique d'adhésion, ça a parfois créé des antagonismes que la politique, depuis son arrivée de Mohamed VI, est en train de corriger et de rectifier. Or, la Constitution, on le sait, de 2011, mais c'était déjà bien avant, est de favoriser tous les affluents de la culture marocaine, qu'elle soit berbère, amazigh Souss, amazigh Rif, amazigh Atlas, soit Hassania, mais que ces affluents versent tous dans le même fleuve qui est celui de l'identité commune marocaine. Une toute dernière question, parce qu'il nous reste peu de temps pour aborder la démission de Saad Hariri. Juste pour finir sur les provinces du Sud comme pont vers l'Afrique. Le symbole, là encore, est fort, puisqu'en 2015, le roi s'était exprimé depuis l'Aïoun. À Dakar, en 2016, il s'est exprimé depuis Dakar. Et il a rappelé lui-même, je cite juste un extrait du discours de Dakar l'an dernier, « Si je me suis adressé à toi ce même jour de l'année dernière, à partir de l'Aïoun, au Sahara marocain, au sujet de l'Afrique, je m'adresse à toi maintenant depuis le cœur de l'Afrique au sujet du Sahara marocain. » Et dans le discours de lundi dernier, il a également rappelé que le Sahara servait de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. C'est aussi quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans la vision développée et posée par le roi Mohamed VI, cette liaison du Sahara avec l'Afrique. Tout à fait. Hassan Alaoui. Ce sont un petit peu, si vous voulez, des rappels de mémoire, mais aussi des rappels de nos racines, n'est-ce pas ? Alors, je vais rapidement, tout simplement parce que la culture est devenue un petit peu ce qu'on appelle le software de la diplomatie marocaine. Donc la reconnaissance, si vous voulez, des identités, des traditions hassani et tout, amazigh et tout. Mais ce qu'il y a, c'est un hasard peut-être, mais aujourd'hui le roi est à Abu Dhabi pour inaugurer le fameux musée. Et en même temps, à l'UNESCO, nous avons quand même une Marocaine qui a été élue directrice générale. Et je termine, c'est aussi à l'Assemblée de l'UNESCO, c'est une Marocaine qui s'appelle Fatem Zahra Alaoui. Alors on ne va pas tous les citer, M. Alaoui, juste très rapidement. Slimani, si vous voulez, l'écrivain, a été reçu hier par Macron. Tout ça, c'est un petit peu, comme a dit Kamal, c'est l'affluent culturel sa représentante officielle pour la francophonie. Donc, ce n'est pas par hasard que Sa Majesté a évoqué, a insisté sur la culture. Le dernier mot, M. Cherkaoui, rapidement, sur ce sujet. S'il vous plaît, justement, la position géographique du Grand Sud du Maroc, du Sahara marocain, impose justement ces passerelles qu'on doit maintenir avec nos voisins africains dans le Sud. Et donc, c'est la continuité de tous les écosystèmes socio-économiques, culturels, patrimoniaux, etc. Donc les affluents justement amazirs, africaines, hassani, c'est la même chose. Absolument, c'est ce qu'on a constaté de vécu et de visu sur les territoires marocains du Sud. Et donc c'est une continuité, je dirais, spontanée entre le Nord et le Sud. Et tant mieux pour les provinces du Sud d'incarner ce trait d'union. Absolument, d'incarner ce trait d'union entre ces passerelles. Merci M. Cherkaoui. Alors il nous reste quelques minutes pour parler de la démission surprise du Premier ministre libanais Saad Hariri. Il l'a annoncé samedi dernier sur la chaîne Al Arabiya, depuis l'Arabie Saoudite. Depuis, cette démission suscite beaucoup d'interrogations. Narim Kamel, comment faut-il comprendre que cette démission ait été annoncée depuis l'Arabie Saoudite? Et est-ce que la raison qui a été invoquée, à savoir le fait qu'il craignait pour sa vie, on rappelle que son père, Rafiq Hariri, a été assassiné en 2005, ou est-ce que c'est une critique directe de l'amamise du Hezbollah? D'ailleurs, il l'a dit lui-même dans son discours sur le Liban. Vous savez, il y a aujourd'hui plusieurs versions. C'est vrai que c'est une démission surprise, que rien ne laissait présager. Qu'il la fasse à partir d'un pays étranger, en invoquant la possibilité de son assassinat. Ce qui n'a pas été confirmé par les sources sécuritaires libanaises. Par les sources sécuritaires libanaises est quand même surprenant. Quand on démissionne, d'abord on démissionne
en donnant sa démission au président de la République. Michel Aoun. On ne le démissionne pas à moins que vraiment il ne soit senti en danger. Donc d'où plusieurs versions qu'au contraire, il serait l'otage aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Mais ça, c'est qui vise en fait l'Iran. Qui vise l'Iran et que ça, c'est la version Hezbollah qui reste quand même une force militaire très importante à l'intérieur du Liban. Alors pour le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ce n'est absolument pas la décision ni la volonté de Saad Hariri de démissionner. Oui, c'est ce qu'il a déclaré. Mais ça, c'est la version. Donc, personne aujourd'hui, tout le monde est condamné, sauf les vraiment initiés qui sont dans le feu d'action et dans les secrets de Dieu, qui peuvent vous dire ce dont ils retournent. Et on a qu'il a lié au conflit, bien sûr, il y a cette part du conflit sunnite-chiite, il y a cette part du conflit Arabie Saoudite-Iran, il y a tous ces éléments qui interviennent. Et puis il y a l'alignement depuis toujours entre le Hezbollah, l'Iran et puis la Syrie aussi. J'ai vu. Ce que moi j'ai vu ces derniers jours, c'est qu'il y a un discours alarmant et alarmiste du côté de Hariri et de l'Arabie Saoudite, et en face, il y a Hassan Nasrallah et Hezbollah qui essayent de calmer le jeu, de dire attention, il ne faut pas tomber, il faut garder le calme, il ne faut pas se laisser induire en erreur. Ça peut être aussi de l'hypocrisie politique. Moi, je ne prends pas position là-dessus. Mais on a l'habitude, avec le Liban, de s'ouvrir sur le pire comme sur le meilleur. On s'est ouvert sur le pire avec la guerre civile de 1976 jusqu'à 1990. Puis on a vu la réconciliation, on a vu Bachir Jmiel, on a vu Amin Jmiel, les frères. Et ça, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de famille. Mais ce qui est certain, c'est que la famille Hariri est économiquement, financièrement, très, très liée. On rappelle que Rafiq Hariri avait un important groupe en Arabie Saoudite et que Saad Hariri lui-même est né en Arabie Saoudite, dont il a la nationalité. Hassan Alaoui, est-ce que le gouvernement libanais a été constitué il y a un an? Ça a été au terme d'un compromis qui voulait que le Liban reste à l'écart des axes régionaux et des conflits régionaux. Est-ce que Saad Hariri aurait aussi démissionné parce qu'on n'a pas tenu cette promesse avec les accointances notamment du Hezbollah, qui est un État dans l'État? On rappelle que c'est le seul parti libanais à avoir gardé ses armes après la fin de la guerre civile. Est-ce que ces accointances du Hezbollah avec la Syrie de Bachar el-Assad ou avec l'Iran ont contraint Saad Hariri à démissionner parce que le compromis sur lequel était bâti le gouvernement n'a pas été respecté? Moi, je conserve cette image que le Liban a toujours été, à mon avis, un miroir brisé du monde arabe, tout simplement. Et qu'aujourd'hui... C'est de mauvais augure. Oui, un miroir brisé. Oui, il faut. Vous savez que c'est un pays qui a mis quand même 15 ou 20 ans de guerre civile, n'est-ce pas? Ça a commencé en 1974. 16. Et ça, 16 exactement. 90. Et donc, c'est vraiment, c'est le cas de le dire, que c'est un miroir brisé. Et puis, c'était aussi, il faut quand même le rappeler, c'était un enjeu crucial pour la Syrie. Le père de Bachar el-Assad, c'était quelqu'un, je veux dire, un président qui était accroché à sa province. Il l'appelait ça, il appelait le Liban comme ça, sa province. Il y avait la présence militaire syrienne. Les assassinats, n'en parlons pas. Gemayel, l'ambassadeur français, des explosions, Hariri et tout ça. Donc, c'est un point de convergence, malheureusement, de mauvais esprits. C'est-à-dire, maintenant, le jeu de l'Iran, c'est d'occuper cette région parce qu'il veut absolument contrôler les frontières avec l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Et naturellement, la réaction de l'Arabie Saoudite, c'est effectivement de s'armer, d'aller rattraper un petit peu le temps perdu, notamment au Yémen, parce que ce qui se passe au Yémen, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très grave, parce que c'est un petit peu, si vous voulez, la chasse gardée qui est en train d'être reprise par les Iraniens, d'où le fameux missile qui a été lancé. Ce n'est pas uniquement l'aéroport, le missile a été lancé contre le palais royal en Arabie Saoudite, pas loin. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est une espèce de redistribution des cartes. Et on ne peut pas aujourd'hui préjuger de quoi que ce soit parce que la géopolitique... Mais il faut craindre le pire. Juste voilà, c'était ma dernière question. La géopolitique nous impose la prudence. Le mot de la fin, Narim Kamel, est-ce que le Liban aujourd'hui peut être pris en otage dans cette conjoncture régionale très complexe? Il a toujours été l'otage des conflits d'abord
arabo-arabe. Pendant de longues années. J'ai dit un mot de la fin très court. Est-ce qu'on peut aller vers une déstabilisation? Il est le maillon faible. Il est le maillon faible des rapports de force dans la région qui sont en train de se nouer. Merci infiniment, messieurs. On arrive à la fin. Attendez que la Syrie revienne à la paix, c'est-à-dire que Bachar reconquiert son pouvoir, pour imaginer ce qui va se passer au Liban. Alors, on aura sans doute l'occasion de revenir sur les développements suite à cette démission du Premier ministre libanais. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour commenter cette actualité très riche. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant. Et quant à nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau débrief.